Donc moi je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Antarctique, alors c'est pas 2.0, c'est 2 degrés. Et il est porté par une association qui s'appelle Juste 2 degrés. Et qui s'appelle comme ça en fait par rapport aux accords de Paris, qui visent à limiter à seulement 2 degrés, juste 2 degrés, l'augmentation de la température moyenne à l'échelle du globe par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est un projet étudiant qu'on a monté avec 5 autres normaliennes et normaliens. Et c'est un projet qui doit allier recherche, médiation et pédagogie. Enfin, en tout cas, c'était le but. Et du coup, c'est un projet un peu corpo parce que on est six étudiants des ENS en fait. Mais c'était pas forcément l'idée de base, c'est trouvé comme ça. Et donc, je vais vous présenter plusieurs choses sur ce projet. D'abord le projet en soi, ce que c'est, parce que je sais pas si tout le monde a entendu parler de ça. Ensuite la recherche qu'on y a faite, et à la fin je crois que je conclue par des aspects plus sur la pédagogie et la sensibilisation qu'on fait et que en fait je suis un peu en train de faire là, parce que je suis en train de vous sensibiliser à notre projet. Donc l'expédition Antarctique 2 degrés, c'est une expédition sur laquelle moi j'ai commencé à bosser en 2018, quand je me suis retrouvé dans la classe de Niels. Donc Niels, dans le projet, il a fait de la climato, et à un moment donné, nous on était potes de l'ENS, on faisait des très grosses soirées ensemble, à AgroParisTech notamment. Et à un moment donné, il m'a dit, ouais, moi avec mon père, on est parti au Groenland, on est allé au pôle Nord, donc moi je dis, ouais, franchement, le pôle Nord c'est cool, mais le pôle Sud ça a l'air vachement mieux, déjà il est vraiment chaud. Et donc c'était un peu une connerie au départ. Mais en fait, on s'est dit, ouais, mais tant qu'à faire, on est dans une école qui forme des chercheurs, on est en première année, on peut choisir, donc on va faire de la recherche, go faire de la recherche en quelque chose en rapport avec l'Antarctique, quoi. Donc on s'est orienté sur ça, moi je suis parti vers des études de microbiologie, on est tous les deux biologistes de formation, et en fait après, on s'est dit, on va pas partir à deux, on n'a qu'à proposer autour de nous, il y a forcément des gens que ça peut intéresser. Donc bon, il s'est trouvé qu'autour de nous, il y avait surtout des normaliens, donc on a recruté des normaliens. Margot, une sociologue, qui a bossé avec nous sur le projet, Lana, qui a fait de la biologie des populations de manchots, Olivier, qui a fait de la chimie, et Clément, qui a fait de la biogéochimie. Donc c'est différentes disciplines, et l'idée c'était d'allier toutes ces disciplines pour essayer de questionner l'impact de l'humain sur son environnement, donc l'anthropisation. C'est un projet qui s'est déroulé cette année en fait. On est parti, l'année dernière du coup, on est parti à. Et je crois qu'en fait ça fait exactement un an qu'on est parti. On est parti en octobre, le 6 octobre, le 4 octobre. Ça fait un an et 2 jours qu'on est parti. On est revenu en début d'année 2022. Et là, on est en train de, ceux qui vont publier sont en train de revoir leur manuscrit. Et l'idée, c'était de partir à 6 étudiants sur un bateau pour partir depuis la France vers l'Antarctique. Donc accompagnés par des marins, par des professionnels du milieu, pour un budget total faramineux. Et c'était un projet qui mobilisait forcément beaucoup de partenaires et notamment pas mal de laboratoires. Donc sur les missions de recherche, on a voulu avoir des approches complémentaires qui questionnaient différents aspects que peuvent constituer l'impact de l'humain sur l'environnement, ou la présence humaine en Antarctique en tout cas. Donc il y a eu un projet d'étude d'écologie des manchots qui visait à comprendre comment est-ce que les manchots choisissent leur site de nidification, et en fonction de ça, comment est-ce que ça peut être impacté par le réchauffement climatique, donc la montée des eaux et le retrait des glaciers. Il y a eu un projet de biogéochimie du fer dans l'océan austral, donc ça c'est très géosciences, et essayer de comprendre comment est-ce qu'un nutriment clé pour les micro-organismes, le fer, peut être présent ou absent de l'océan, et donc réguler les populations de microbes qui absorbent du CO2. Moi j'ai travaillé sur la diversité microbiologique dans l'océan, donc un petit peu ça s'approchait parfois des données de biogéochimie du fer. On a aussi bossé sur la pollution microplastique, et Niels a fait de la climato sur des phénomènes météorologiques qu'on appelle les rivières atmosphériques.
Donc s'il y a marqué climatologie, en fait c'est plutôt de la météorologie. Et enfin, il y a Margot qui était sociologue et qui, elle, a fait une ethnographie de l'activité scientifique en conditions extrêmes. Donc nous sur le bateau, et elle a eu la chance, avec Niels, ils ont pu descendre sur une base scientifique pour étudier le travail scientifique dans des bases scientifiques en Antarctique. Attends, j'ai une question un peu naïve. T'as Ouais. dit, c'est pas de la climatologie, c'est plus de la météorologie. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, du coup, ça fait partie des trucs que j'ai découvert avec l'expé. En fait, c'est une différence temporelle. La météo, c'est le temps qu'il fait, et à court terme, à l'échelle de généralement, c'est quelques jours, quelques semaines, mais ça dépasse pas l'échelle de l'année à ma connaissance. Et la climato, c'est tout ce qui va plus loin que ça. Ok. Donc le réchauffement climatique, ça va pas être le réchauffement de demain ou de dans 6 jours. Ça va être le réchauffement à long terme, sur plusieurs années. Globalement, ça va se réchauffer. Et si on fait une stat, en moyenne, ça se réchauffe. Mais il peut y avoir des extrémums ou des minimums différents, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment une notion temporelle. Climato long terme, météo court terme. Et du coup, Niels, il a fait du court terme. Il a étudié à l'échelle de mois les phénomènes météo. Donc le trajet, ça a été celui-là. On est parti de Marseille. Donc on est parti sur un voilier. Donc un voilier qui est spécialement conçu pour la navigation en milieu polaire. Donc c'est un bateau qui faisait 19 mètres. Donc 19 mètres, c'est à peu près la taille de la cour, je dirais. Et donc on était 8 sur le bateau au départ de Marseille. Donc on a traversé la Méditerranée, l'Atlantique. On a fait notre première escale à Ushuaia. Donc Marseille-Ushuaia, on l'a fait ça sans escale, ça prend 50 jours de mer. Donc c'est un petit peu long. C'est pas les Ouigo là. Surtout que il faut bien s'imaginer que sur un bateau comme celui qu'on avait nous, c'est un voilier. L'électricité est très précieuse à bord. L'électricité, elle est fournie principalement sur des voiliers, un petit peu par du solaire, un petit peu par de l'éolien parfois. Principalement, c'est une génératrice. Donc c'est du carburant qu'on crame pour ça. Donc bof quoi. Et en plus de ça, Internet sur un bateau, ça coûte extrêmement cher. Donc pour vous donner une ordre d'idée, on a eu des retours d'une histoire d'un mec qui bossait sur des très très gros paquebots et qui était un jeune mousse quoi. Et qui sans faire exprès s'est téléchargé une série sur Netflix. Donc ça lui a coûté 30 000 balles. Donc en gros, l'idée c'est que nous on a réussi à avoir un partenariat avec des boîtes qui nous ont installé Internet. On avait 5 gigas par mois en pleine mer et c'est absolument énorme. Mais 5 gigas, pour 8, ça fait peu par rapport à nos consommations habituelles à terre. Donc forcément, il faut repenser beaucoup de choses. Et globalement, ça nous a permis de rester en contact avec le continent, pouvoir envoyer des photos, parfois même des vidéos pour les contenus de pédagogie et de médiation qu'on devait produire. Et ça nous a permis aussi d'échanger quand même des mails avec nos proches qui étaient restés à terre. Parce que 50 jours, c'est assez long. Surtout que y a des situations où en fait on est personne ne peut savoir où on est quand on est très loin des côtes. Donc ça peut être peut-être un peu stressant pour les proches. Pourquoi vous n'avez pas fait d'escale aux Canaries, au Cap-Vert Initialement, quand on a lancé le projet et même un an avant de partir, on avait négocié avec les ambassades de toute la côte sud de l'Amérique du Sud et pour faire des escales. Mais en fait, c'était très imprudent de faire des escales parce que 2021, ça correspondait à un moment où le Covid était encore présent et on savait que le Covid, si quelqu'un attrapait le Covid, c'était une fin de mission. Et ça, on pouvait pas se permettre de faire ça pour des aspects qui n'étaient pas cruciaux pour nos recherches scientifiques. Parce que c'est vraiment les recherches scientifiques qu'on a voulu absolument mettre au cœur du projet. Ouais. Est-ce que tu as vu la Terre par exemple, là, je vois que le trait passe quand même vachement proche, mais vu l'échelle, ça se trouve que t'es passé à 600 km. Non, en fait, on a pas vu la Terre entre ici et ici.
Donc on a passé vraiment longtemps sans voir la Terre. Et même, en fait, ici, les routes commerciales, les routes maritimes internationales, les routes commerciales, elles passent près des côtes et elles passent au nord, en fait. Elles passent ici. Et donc, en fait, à partir de là, à peu près, on n'a même plus vu de bateau, en fait. Donc on était vraiment tout seul. Donc c'est des situations où il faut faire attention aussi parce que être tout seul comme ça veut dire qu'il n'y a pas de secours, en fait. Il y a des secours qui peuvent être affrétés par la marine, par l'armée, mais ils mettront des jours à arriver, quoi. Donc bah s'il y a un problème, ça fait vraiment un problème. Il faut savoir aussi que toutes les mers du sud là, c'est des mers qui sont très agitées, qui sont réputées pour être un peu tumultueuses. Mais bon, on a fini par arriver à Ushuaia, et du coup on a fait notre première escale. Et une fois arrivé à Ushuaia, on a pu, après une quinzaine de jours d'escale, on a réembarqué pour aller en Antarctique, où on a fait un trajet, on a fait le trajet qui est présenté ici. Donc on est allé vraiment dans le nord, l'extrême nord de la péninsule antarctique. C'est l'endroit qui est accessible en bateau. Le plus au sud où on soit allé, c'est ici. C'est vers la, on le voit pas en fait, mais c'est sur la base Vernadsky. Donc c'est pas très loin au sud là. Et cette base, une semaine avant qu'on arrive et une semaine après qu'on y soit passé, elle était inaccessible en bateau parce que le pack de banquise s'était reformé et donc c'était pas possible d'y aller en voilier. Donc on y allait quand même pendant l'été austral, mais ça suffit pas à pouvoir aller partout, en tout cas pas en voilier, en brise-glace c'est plus accessible. Voilà. Donc c'était une mission de recherche, mais on voulait aussi en faire une mission de pédagogie, de sensibilisation. Donc on a produit différents types de contenus. Déjà des contenus qui seraient disponibles pour n'importe qui que ça pourrait intéresser. Donc on a créé typiquement un site internet sur lequel on a mis une carte interactive, où on a créé un journal de bord qui a été... Nous on rédigeait un journal de bord brut et plein de bénévoles dans l'association à terre s'occuper de mettre en page le journal de bord, d'adapter le langage à des publics scolaires et de le publier, de le relayer sur nos réseaux sociaux, etc. Donc il y a eu un très gros travail de pédagogie, et notamment par les bénévoles de l'asso. Et en plus de ça, on a fait, on a lancé des vidéos de vulgarisation sur une chaîne YouTube. Il y a toute une série de vidéos qui ont été produites par le NS Paris-Saclay, que vous pouvez trouver sur YouTube, où on parle de l'Antarctique, de ce qu'on allait faire là-bas. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a encore le studio qui est installé au dernier étage, à l'étage des bios, là, tout en haut. Enfin, on s'en fout. Et du coup, on a fait aussi des posts sur les réseaux sociaux avec, là encore, des idées de vulgariser certains sujets, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui étaient disponibles pour tous les gens que ça pouvait intéresser. Et en plus, on voulait avoir des approches plus connectées aux gens, c'est-à-dire plus directes, parce qu'on pense que c'est ce qui impacte le plus les gens, en fait. Donc on a fait des conférences, des visioconférences. Là, il y a une exposition itinérante qui tourne un petit peu dans toute la France, où on va aller proposer aux gens, montrer des photos de l'Antarctique, proposer aux gens des activités. Du coup, Paul Adrien fait aussi partie de l'asso. Et en fait, il est là ce soir parce que ce week-end, on fait la fête de la science à la Cité des Sciences. Donc on a 3 jours d'activité avec plein de jeunes. Et donc c'est pareil, il y a des interventions dans des classes, dans des institutions, enfin Univers Science, l'organisme qui gère la Cité des Sciences, c'est une institution de la médiation scientifique. Et c'est un endroit où en fait on peut mettre en lien plein de gens de la culture scientifique et surtout faire de la médiation. Donc il y avait vraiment cet aspect de pédagogie, de sensibilisation qui était super important. Et nous, notre envie, c'était de pas être une asso étiquetée comme militante ou comme engagée politiquement, mais de se présenter vraiment comme des passeurs de savoir de la communauté scientifique vers le grand public. Donc l'idée, c'est que notre but, c'est que les élèves ou les gens qui nous écoutent, ils s'approprient les raisonnements qui sont sous-jacents à la démarche scientifique expérimentale. Et donc après forcément il y a eu d'autres envies qui sont plus liées à nos thématiques personnelles, donc faire découvrir la biodiversité, parler de climat forcément, mais c'est vraiment l'idée
de permettre aux gens de comprendre pourquoi est-ce que il faut lutter contre le réchauffement climatique, plutôt que de leur asséner qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique sans que jamais ils comprennent comment on sait qu'il faut faire ça et pourquoi il faut faire ça, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas d'enjeux sur la sensibilisation à la protection de l'environnement, sur la sensibilisation à la pollution et sur la sensibilisation au réchauffement climatique, avec l'idée de présenter toujours la démarche scientifique et l'intérêt d'une approche interdisciplinaire quand on va répondre à des questions de recherche. Donc ça, c'était plus sur la partie un peu théorique autour de l'expé. Je vais vous parler un petit peu de la vie à bord pendant l'expé. Donc ouais, c'est ça, il me semblait bien. Tout à l'heure, je vous ai un peu spoilé. Mais globalement, après le départ de Marseille, on a été malade comme des chiens pendant 3 jours. Après, on s'est habitué. Et on a commencé à faire des échantillonnages en Atlantique, commencé à faire des prélèvements, des mesures, etc. La partie sud de l'Atlantique, en gros, à un moment, à la fin de la traversée, il nous restait 4 jours, 3 jours et demi de traversée à peu près. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à avoir vraiment des grosses tempêtes. Donc une tempête, le terme maritime de tempête s'applique à des moments où le vent dépasse 50 nœuds. Donc 50 nœuds, pour se donner une idée, faut multiplier par 1,8. Donc tu multiplies par 2, t'enlèves 20%, 10%. Et je sais pas si vous faites de la vol ou quoi, mais 50 nœuds c'est vraiment beaucoup. Donc nous en fait on se retrouvait sur le bateau quand il y a 50 nœuds de vent. Quand on est un peu au large, il y a des vagues qui sont assez formées. Donc nous on avait 8 mètres de creux. Donc 8 mètres de creux, ça fait des vagues qui font à peu près, je pense, 2 fois la hauteur de la gouttière. Donc en fait c'est assez impressionnant parce que quand on est dans le cockpit du bateau, qui est un endroit protégé, si on se retourne, faut imaginer qu'on a une fenêtre comme ça derrière, un hublot mais assez grand, quoi. Et il y a quelqu'un qui est là-bas, en fait tu te retournes et tu vois que la mer derrière toi. Parce que en fait, t'as une vague qui va te déferler et qui, les vagues de derrière elles déferlent pas, mais t'as des vagues immenses, quoi. Et c'est des situations qui sont un peu périlleuses. Et en fait, le danger, c'est qu'il y ait des problèmes techniques. Donc nous on en a eu un petit peu parce que en fait il y avait beaucoup de vent. Donc le bateau on appelle ça de la gîte, donc il penche en fait à cause du vent. Le vent le pousse, donc il penche. Vu qu'il y a des vagues, il tape. Et en fait, les chocs dus aux vagues et le fait que ce soit très penché, ça empêche d'utiliser plein de matériel. Par exemple, on peut pas utiliser une gazinière, on peut pas réchauffer des choses autrement qu'avec des trucs électriques. Sauf que en même temps, on peut pas non plus utiliser du chauffage, parce que là c'était un chauffage, je sais pas quoi, au fuel, donc globalement ça posait problème le fait qu'on soit trop penché. Donc pas de chauffage, pas de repas chaud. De toute façon, si tu prépares un repas chaud, en fait tout se casse la gueule, donc t'es bon pour nettoyer ta cuisine. Et en plus, le fonctionnement de l'eau potable sur un bateau, c'est qu'il y a des grosses cuves où est retenue de l'eau potable fabriquée par un désalinisateur. Quand il y a trop de gîtes, le désalinisateur ne peut pas tourner. Donc il y a tes cuves de réserve, donc ça va, il y a 600 litres à peu près, je crois. Donc, sauf que il y a encore un problème, c'est que comment tu fais pour vider une cuve? L'idée c'est que la cuve, elle a des petits filets, elle a des tout petits tuyaux qui sortent sur le pont et qui permettent de faire entrer de l'air en haut de la cuve et de faire tomber de l'eau en bas. En fait le problème c'est que quand dans une tempête, il y a de l'eau, il y a des vagues qui balayent le pont tout le temps en fait. Et si c'est pas très long, c'est pas un problème, mais si c'est long, en fait, il y a de l'eau salée qui s'infiltre dans les cuves d'eau potable. Et en fait, au bout de quelques jours, en fait, on ne buvait que de l'eau salée. Et donc, on n'avait pas de bouffe, on bouffait de la soupe. On n'avait pas de chauffage, il faisait 6 degrés. 6 degrés dans un bateau, c'est petits degrés partout. En fait, la température de mer se transmet au bateau et tu peux rien faire.
pour lutter contre ça. Donc là, c'était un bateau en bois, mais bon, bah, au bout de quelques jours, il faisait 6 degrés dans nos cabines, quoi. En plus de ça, bah, t'es tout le temps mouillé, parce que si tu sors faire une manœuvre sur le pont, si tu sors aider ou dans le cockpit, bah, tu te prends que des vagues et c'est pas parfaitement étanche, donc bah, tu prends l'eau, donc t'es trempé avec de l'eau salée, donc tu sèches jamais. Et surtout, quand t'as pas d'eau, quand t'as plus de moyens de produire de l'eau potable, bah tu gardes ce qu'il y a dans tes citernes et tu le stockes le plus longtemps possible, au cas où il y a une merde, quoi. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux plus utiliser ton eau. Et si tu peux plus utiliser ton eau, bah ça veut dire que tu te prends plus de douche, en fait. Et en fait, nous, donc là, je vous ai parlé, je vous ai dit que c'était sur nos 4 derniers jours de traversée. Sauf que en fait, le 4e jour avant d'arriver, il y a eu une très grosse tempête la nuit, et donc en fait, on a explosé une voile. Mais exploser une voile, c'est vraiment, on a vraiment complètement déchiré une voile, inutilisable, impossible de la recoudre. Donc bah une voile en moins, déjà ça fait ralentir évidemment, mais surtout ça perturbe l'équilibre du bateau. Et en fait, on avait déjà avant pété une voile. Donc on avait 2 voiles en moins. Et le truc c'est que la voile qui a explosé littéralement, elle est faite dans exactement la même matière que c'est la voile la plus à l'avant. Elle est faite dans la même matière que la grand voile, qui elle pour le coup est extrêmement importante pour la stabilité du bateau. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait plus que la grand voile qui nous maintenait, et on savait qu'elle était faite dans la même matériau que celui qui avait explosé avant. Donc bah là, il a fallu réduire vraiment très très fort la voilure au minimum, donc perdre énormément de vitesse. Donc en fait, les 4 jours se sont transformés en 10 jours. Et sauf que c'était en fait c'était plus pénible que de se dire ok bah dans 10 jours on arrive, parce que tous les jours on disait ok bah demain on y est. Ah bah non en fait demain on n'y est pas parce que là on a encore une merde, on a dû se détourner d'un anticyclone qui arrive, je sais pas quoi. Enfin donc bref, c'était un peu galère. Et après bah quand on est arrivé en Argentine, on a fait notre escale, on a repris des forces, on a bu de l'eau potable, c'était le plus beau jour de ma vie je pense. Et non mais vraiment on se rend pas compte, mais ne faites jamais ça quoi, genre buvez jamais d'eau salée, c'est évident, mais je sais pas, c'est la pire expérience de ma vie je pense. Et donc on a pu se reposer etc. Et finalement on s'est dit bah voilà maintenant c'est l'heure, on va en Antarctique quoi. Donc pour aller en Antarctique il faut sortir du détroit du Beagle, donc où se situe Ushuaia, qui est super stylé. C'est le détroit qu'a emprunté Darwin quand il a étudié les poissons de Galapagos. Enfin c'est un endroit mythique quoi, pour un biologiste en tout cas c'est mythique. Et donc tu passes le détroit du Beagle, tu descends comme ça tac tac, et puis t'arrives dans les îles du Cap Horn. Donc le Cap Horn, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un cap qui est à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et en fait, au niveau du Cap Horn, il y a la rencontre entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. En plus de ça, si vous avez en tête une carte de... je sais pas si j'en ai une en fait. Si j'en avais là une carte... Voilà, ça c'est pas mal. Si vous avez en tête une carte, ici, la pointe sud de l'Amérique du Sud, elle est très très au sud, même par rapport à l'Afrique, quoi. C'est un des endroits le plus au sud, quoi. C'est la terre émergée et avec de la verdure, la plus au sud, quoi. Et en fait, l'Antarctique, juste en face, il y a la péninsule qui vient, là. Sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que autour de l'Antarctique, il y a un système, il y a un anticyclone qui tourne en permanence. Cet anticyclone, il entraîne avec lui l'océan austral, qui tourne lui aussi en permanence, et qui n'est jamais ralenti. Il n'est jamais ralenti parce qu'en gros, bah, de là à là, il n'y a rien qui le ralentit. Ouais. C'est quoi un anticyclone? En anticyclone, c'est un phénomène météo où il y a une surpression au centre, et une pression plus importante au centre qu'à l'extérieur. Du coup, c'est un phénomène où les vents vont avoir tendance à s'éloigner de l'intérieur. Et donc ça repousse les nuages, ça fait du beau temps, et ça tourne.
Ok. Ça tourne à cause de la force de Coriolis. Donc ça tourne parce que la Terre est un référentiel non linéaire. Ouais, j'ai vu. Ok. Et du coup, là il y a un anticyclone, donc ça tourne comme ça. Et en plus de ça, ça tourne. Il y a toute cette masse d'eau qui tourne ici. Mais là il y a la péninsule, là il y a l'Amérique du Sud. Donc en fait, il y a un effet Venturi ici. Donc un effet Venturi, ça veut dire que exactement ici, dans ce qu'on appelle le passage de Drake, il y a une accélération très importante des vents, forcément, parce que les vents aussi tournent et sont ralentis par les continents, parce que c'est assez montagneux, et surtout des courants. Et en plus de ça, il y a un plateau continental, donc l'océan remonte un petit peu. Bon, ça, je crois que ça se voit pas tellement en fait, parce que les effets sont limités aux premières centaines de mètres, mais en tout cas, ici, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de tempêtes et où il y a le pire temps, quoi. Donc, de base, tu vois, moi je connaissais rien, je suis jamais monté sur un bateau avant d'aller en Antarctique, donc forcément, quand tu sais pas, t'as pas peur en fait. T'as pas peur parce que tu te dis, il y a des gens qui l'ont fait avant moi, tu vois, je sais pas, machin. Et en fait, il y a notre capitaine qui nous dit là il faut qu'on se mette à l'abri dans les îles du Cap Horn pendant un moment avant de faire la traversée. Il faut que j'appelle un routeur. Donc un routeur, c'est un ingénieur météo spécialisé dans les routes destinées aux bateaux. Et il faut que j'appelle un routeur parce que là ça rigole pas, quoi. Déjà, on avait eu un peu la puce à l'oreille sur le fait que le passage de Drake ça allait pas être rigolo parce que en général les marins ils sont toujours un peu fanfarons, tu vois. Genre, t'arrives dans un port, tu sors, t'as eu 40 nœuds de vent, donc c'est déjà beaucoup, tu vois. Tu rentres, toi t'es crevé d'avoir passé 3 jours en mer parce qu'il y a 40 nœuds de vent. T'as un marin qui font c'est rien, c'est bon, allez, moi j'ai connu, machin. Et en fait, quand t'arrives à Ushuaia et que tu pars, et que tu dis, ouais, là on va faire le passage de Drake, et les mecs qui te regardent font, bon courage. Tu vois, il y a un truc de respect, tu vois, là, tu dis ah merde. Et nous, donc, on était à l'abri là dans l'archipel du Cap Horn et on se dit voilà, on attend et tout. Et on apprend qu'on va devoir partir dans la journée ou le lendemain. Et donc, moi, au repas du soir, je vais voir le capitaine, je dis par rapport aux tempêtes quand même qu'on a eu dans l'océan austral. Je sais pas, le passage de Drake, ça peut pas être pire, quoi. Et là, il me regarde, il me fait, mais t'as pas bien compris ce que c'est le passage de Drake, en fait. C'est évidemment pire, ça va évidemment être horrible, et là, ça va pas du tout. Nous, non, il faut le prendre très sérieusement. C'est rien du tout ce que t'as vu comparé à ce qu'on va voir au passage de Drake, machin. Donc là, je me dis, putain, je vais mourir, quoi. Et donc, il vient le moment où on doit vraiment partir. Et là, au moment où on part, le capitaine range le bateau, mais comme jamais de la vie, il a été rangé. Donc on n'a pas forcément en tête, mais pourquoi est-ce qu'on range un bateau ? On range un bateau déjà parce que globalement, s'il y a une tempête, forcément tout le matériel va s'envoler, donc il faut que tout soit bien arrimé, etc. Mais surtout, on range un bateau parce que si on a une voie d'eau, si on est en train de couler, il faut absolument qu'on sache quoi faire et où sont tous les outils pour réparer. Et là, on rentre dans l'établi du capitaine et on voit le truc rangé au quart de poil, quoi. Et là, moi je commence à flipper vraiment. Là, je me dis ok, ça va durer, donc la traversée va durer 7 à 10 jours. Putain, on va peut-être canner, quoi. C'est quand même nul de mourir comme ça. Et donc bref, à un moment donné on part quoi. Donc on y va, pas trop rassuré quand même. Et en fait on s'est retrouvé avec un phénomène que vous connaissez déjà peut-être, un anticyclone. Ce qui n'arrive absolument jamais, un anticyclone à l'aplomb de nous dans le passage de Drake. Donc ça, pour les marins, ça n'existe pas déjà. Donc ça n'est pas possible. Et ça veut dire quoi, un anticyclone à l'aplomb de nous dans le passage de Drake ? Ça veut dire que globalement, il a fait beau, on était au soleil, on était en t-shirt sur le pont et on n'avait pas une vague. Donc le passage de Drake, franchement, allez-y les yeux fermés, une balade de santé. Bref, on a fini par arriver en Antarctique où on a pu faire nos prélèvements, nos études. On a déposé Niels et Margot sur la base de Vernadsky. Et puis nous, on est reparti pour encore ce fameux passage de Drake.
Donc bon, on a eu de la chance la première fois. Bah évidemment, on a eu de la chance la deuxième, puisqu'on est reparti dans les conditions à peu près pareilles. Donc c'est-à-dire qu'il y avait, c'était mieux. C'est-à-dire que normalement, le meilleur endroit où tu peux passer, c'est les alizés. Tu passes dans les alizés, tu traces, tu t'en fous, t'as du vent, t'as pas de mer, t'es nickel. Bah là, on était dans des conditions de navigation qui étaient meilleures que celles qu'on a eues dans les alizés. Donc c'était vraiment super. On a eu beaucoup de chance. Et ouais. Et c'était super stylé parce que bah du coup, la tradition veut que quand les marins passent le Cap Horn d'est en ouest ou d'ouest en est, ils ont le droit de se percer une oreille et de mettre un anneau d'or dedans. Sauf que nous, le Cap Horn, à l'aller, on l'a passé du nord au sud, et ça c'est de la triche quoi. Enfin c'est facile, forcément tu suis un courant, bah ouais ok, tranquille. C'est le passage d'une mer à l'autre qui est compliqué, et en fait nous sur le retour, bah en fait on s'est retrouvé dans une situation où on a été dévié par le vent, on a été dévié vers l'ouest, jusqu'au moment où on était obligé de passer le Cap Horn. Donc bah moi j'étais très content, j'ai gagné une boucle d'oreille dans l'aventure, donc c'est cool. Donc je vous ai raconté un peu les aspects marrants quoi, mais on était quand même là pour bosser, et donc pour bosser, on est dans un laboratoire qui fait 19 mètres, et on doit aménager des laboratoires dedans. On doit non seulement aménager des laboratoires qu'on va devoir partager. On doit partager un labo de microbio avec un labo de chimie. Donc, il y en a un qui étudie des bactéries qui doivent être dans un milieu pas du tout pollué, et un autre qui étudie les microplastiques. Donc, c'est pas forcément très compatible, quoi. Et même en termes d'usage, on fait nos prélèvements à peu près en même temps, etc. Bref, il fallait s'organiser. Mais en plus, et c'est là où c'était vraiment le défi technique, on devait faire des études de biogéochimie. Donc je vous ai dit, Clément a fait des études de biogéochimie des métaux dans l'eau de mer, notamment du fer, la plupart des nutriments, donc le phosphate, les nitrates, les nitrites, dans l'eau de mer, ils sont présents à l'échelle micromolaire. Donc micromolaire, bon c'est pas beaucoup, mais ça va quoi, c'est mesurable, c'est relativement facile à mesurer en spectro, etc. Le fer, dans l'eau de mer, c'est présent à l'échelle nanomolaire. Donc nanomolaire, en fait, ça veut dire que globalement, si tu souffles dans ton échantillon, il est contaminé. Nous, on a du fer partout, on a des métaux partout, on a énormément de fer dans le sang, mais on en a partout en fait. Et dans l'eau de mer, ce fer, il a tendance à sédimenter, donc il y en a très peu qui restent en surface. Donc, il faut travailler dans ce qu'on appelle une salle blanche. Donc, peut-être que les physiciens savent ce que c'est une salle blanche. Donc, pour ceux qui savent pas, une salle blanche, c'est les conditions de propreté à peu près qu'on a dans un bloc opératoire ou dans une salle de fabrication de fusées. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de particules dans l'air, globalement. Il ne faut pas du tout de particules. Les microprocesseurs aussi. Microprocesseurs, ouais, c'est pareil. Donc c'est des trucs très très précis. Sauf que ça, tu fais ça dans un bateau qui a un milieu très humide, qui est un milieu confiné, où en fait, t'as une salle blanche, et à 1 mètre de ta salle blanche, déjà à 1 mètre t'as la mer, et à un autre mer, t'as le salon où tout le monde mange et je sais pas, et sur son ordi fait des trucs. Enfin en tout cas, c'est un défi parce que pour avoir un truc pur, c'est extrêmement difficile. Et du coup, on a fait appel à des chercheurs qui étaient spécialisés là-dedans. Il y en a une partie qui nous a dit que de toute façon ça servait à rien parce que c'était pas possible, parce que ça avait jamais été fait de faire une salle blanche sur un voilier, ou en tout cas pas comme ça. Les salles blanches habituellement sur les campagnes océanographiques, c'est des containers qui sont scellés, et t'accèdes et tu fermes un container, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des conditions propres. Donc nous, on a bricolé quoi. On avait une hotte aspirante, on a on a mis des plastiques partout, tout protégé, et on avait un compteur à particules. Donc tu poses ton compteur à particules sur la table, tu lances ta hotte et t'attends que ça passe sous le seuil critique pour avoir des expériences valides. Et en fait, ça s'est vachement bien passé. Donc on n'a pas eu de pollution, on a eu une preuve que c'était possible de faire une salle blanche sur un labo. Donc il y a des données qui sont tout à fait exploitables sur l'aspect biogéochimie. Donc c'était le défi, et c'est cool que ça soit bien passé. Donc en plus de ça, sur les aspects pratiques, c'est un espace de travail, donc il faut le bateau, donc il faut pouvoir faire des prélèvements, des conditionnements sur le pont, à bord. Il faut pouvoir lire de la biblio, donc avoir téléchargé tous ces articles avant.
Il faut pouvoir préparer les sorties de terrain, modéliser des données, donc avoir les ordinateurs, etc. Mais c'est aussi un lieu de vie, donc dans le même espace, il faut apprendre à bosser à fond et se détendre à fond parce que c'est quand même un milieu très confiné. Donc, je sais pas comment se passaient vos confinements respectifs, mais c'est pas forcément très rigolo d'être confiné sur un bateau qui fait 19 mètres. Nous, ça s'est super bien passé, donc c'était cool. Et surtout, il a fallu tout le temps réadapter les protocoles scientifiques, ce à quoi on n'est pas du tout formé et à laquelle on n'est pas vraiment préparé. Donc, adapter les protocoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, un drone qui était utilisé par l'ANA pour ses études des manchots, ça ne vole pas s'il y a plus de 20 nœuds de vent. C'est entièrement dépendant de la météo. 2 ans avant qu'on parte en expé, il y a quelqu'un qui est parti en Antarctique avec un drone, donc faire une campagne. Donc une campagne en Antarctique, c'est un fric de dingue, genre c'est vraiment extrêmement cher. Donc il y a quelqu'un qui est parti spécialement pour étudier les manchots, les colonies de manchots avec des drones. Elle est partie pour une campagne de 20 jours, donc c'est très long, 20 jours. Sur 20 jours, elle a eu 2 jours avec une ouverture météo pour faire ses manips. Donc 2 jours, ça veut dire que tu viens pour rien en fait. Et nous, on a pu faire 17 vols de drone, donc 17 manips, donc c'est super. Enfin, on a jamais été bloqué par la météo, pratiquement. Ouais. Donc on a eu énormément de chance sur la météo, de A à Z, quoi, en termes de navigation, en termes de drone. Il y a eu quelques situations où quand même il a fallu se réadapter et envisager de passer la nuit sur le terrain, mais bon, finalement on a pu se débrouiller et pas dormir sur le terrain. Il y a eu aussi des contraintes humaines. Moi ça a été mon cas. Moi j'ai dû donc gérer mon labo en parallèle avec celui d'Olive et j'ai découvert sur le terrain que l'ANA elle avait besoin d'aide pour ses manips à elle. Donc du coup, je devais gérer mon boulot et aider l'ANA. Et aussi, ça se passait pas très bien entre les autres membres de l'expé et le capitaine. Moi, ça se passait plutôt bien avec le capitaine et ça se passait plutôt bien avec les membres de l'expé. Donc, le capitaine m'a imposé de devenir médiateur. Non, c'était un truc genre chef scientifique de l'expédition, un truc comme ça, alors vraiment. Donc moi, chef scientifique, évidemment, je maîtrise parfaitement la biogéochimie des métaux traces et aussi bien l'ethnographie des scientifiques. Donc, je me suis retrouvé à devoir gérer un peu le boulot, les contraintes de chacun et essayer de communiquer ça avec le capitaine, qui n'était pas forcément très à l'écoute. Et donc, en fait, la première fois que j'ai fait mes manips en Antarctique, en fait, j'ai fait une journée de terrain. Donc, tu te lèves à 6h, tu reviens à 18h. Et j'ai enchaîné direct sur mes manips. Et je voulais j'avais pour ambition de faire 9 points. J'ai calculé, ça tenait, sur le papier, ça tenait 9 points. Ça me prenait quelques heures. Et en fait, j'ai fini à 5h du matin en ayant fait 4 points. Et le lendemain, 6h, il fallait se réveiller pour repartir sur le terrain. Donc là, t'apprends à te dire, ok, mes manips, je vais peut-être les gérer autrement, je vais peut-être refaire tout mon planning de manip et le gérer mieux, quoi. Et donc, ça fait partie des contraintes auxquelles on a dû faire face sur le terrain. Et puis après, il y a eu des contraintes techniques, un nombre limité de points d'échantillonnage, des choses comme ça. Alors, les protocoles scientifiques, peut-être très rapidement, du coup, donc sur l'Atlantique, on voulait étudier, il y avait plusieurs protocoles. Il y avait le protocole d'Olivier qui voulait déterminer les aspects de la pollution microplastique en Atlantique. Donc ça c'est très simple. Il y a des filets qu'on peut laisser derrière les bateaux et qui récupèrent des microplastiques. Et on peut mesurer la présence de contaminants organiques en prélevant directement de l'eau de mer. Margot, elle a fait une ethnographie de l'expédition, donc elle a discuté avec nous, elle nous a observé travailler, elle nous a filmé en train de travailler, et elle a fait des entretiens avant, pendant et après l'expédition. Donc ça, c'était en Atlantique, mais aussi en Antarctique et tout ça. En Antarctique, moi, j'ai étudié la biodiversité microbiologique dans l'océan austral, dans les zones côtières de surface, et seulement pour le bactérioplancton. Donc en gros, j'ai étudié les bactéries qui vivent à la surface de l'eau de mer et leur biodiversité. Pour ça, le plus simple, c'est... plutôt que de récupérer des grands volumes d'eau de mer et de les stocker dans un congélateur, on prend de l'eau de mer, on la filtre et on garde des filtres sur lesquels sont accumulés les micro-organismes. Et après, une fois de retour en France, il suffit
avec des techniques physiques et chimiques, on peut extraire l'ADN de ces échantillons. Et quand on séquence de l'ADN, en fait, on a accès à toutes les espèces qui sont présentes dans un échantillon. Donc c'est ce que j'ai fait, et du coup, cette année, ça a été première partie terrain, filtration, retour à terre, boulot de labo et analyse biodiversité. Clément, lui, faisait de la biogéochimie, donc on en a parlé. Il a prélevé de l'eau de mer, filtré, conditionné des échantillons dans sa salle blanche. Et de retour, il a fait un stage pour analyser tout ça. Olivier, c'est pareil, sur la partie antarctique, il a aussi étudié la pollution microplastique et les contaminants organiques, mais cette fois plus au niveau des sols qui sont proches des colonies de manchots, en se demandant si il pourrait pas y avoir des microplastiques transportés par le tube digestif des manchots et qui seraient bioaccumulés puis libérés dans les sols proches des côtes. Et Lana, elle a fait des observations en drone pour étudier la répartition des manchots, enfin je vous en ai parlé. Elle a utilisé un drone avec un lidar. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un lidar, mais du coup un lidar en fait c'est un instrument qui par émission de laser et perception d'une réfraction du laser peut déterminer avec précision la distance entre l'instrument lidar et le sol et une surface. Et du coup ça permet de faire des cartographies de sol à des précisions délirantes quoi. Là, elle a une précision centimétrique. L'ordre de grandeur, c'est centimétrique sur des colonies de manchots. Donc, c'est des données incroyables, pas que pour les gens qui s'intéressent aux manchots, mais pour plein de gens, les géologues. Enfin, c'est vraiment des données brutes qui peuvent être exploitées dans plein de situations. En plus de ça, il y avait Niels et Margot qui, eux, ont été déposés sur une base scientifique. Donc, Niels, il m'a dit, il a fait de la météorologie des rivières atmosphériques. Donc il a étudié ces phénomènes qu'on appelle les rivières atmosphériques, qui sont des courants d'air chaud et humide qui sont responsables d'arrivées de chaleur et d'humidité en Antarctique et dans plein d'autres endroits. Mais en Antarctique, c'est vraiment intéressant parce que, je vous l'ai dit, du fait de cette anticyclone qui tourne autour de l'Antarctique, au cœur de l'Antarctique, c'est un désert. Il pleut pas, c'est la définition d'un désert, il pleut pas, et il fait très sec. Il fait très sec. Il fait très froid et très sec. Et là, d'un coup, on a une percée d'air chaud et plein d'eau. Du coup, il y a deux devenirs possibles. Soit l'air chaud va faire fondre la neige de surface et contribuer à une diminution du bilan de masse de glace en Antarctique. Soit ça va apporter de l'humidité qui va se retrouver qui va suffisamment refroidir pour précipiter et pour faire de la neige. Et dans ce cas, ça va contribuer à une augmentation du bilan de surface, du bilan de masse de glace en Antarctique. Et ça, c'est important parce que le bilan de masse en Antarctique il est directement lié à l'élévation du niveau de la mer. Donc lui, il a étudié ça sur une base sur la base de Vernadsky. Et Margot, elle a bossé sur du coup l'activité scientifique sur la base et sur les archives de la base. Donc la base en question, c'est la base académique Vernadsky. C'est une des plus anciennes bases de l'Antarctique. Elle a été construite par le Royaume-Uni et cédée à l'Ukraine. Et les spécialités de recherche, c'est la géophysique, la climato, c'est la base où a été en fait c'est la base où des relevés sur la présence d'ozone ont permis d'établir la présence d'un trou dans la couche d'ozone à l'aplomb de l'Antarctique. Donc c'est une base importante scientifiquement. Et du coup, nos amis Niels et Margot étaient là et ont retrouvé 12 hivernants et 10 estivants. Sur une base, donc ils sont arrivés début février, sauf que le 24 février, il y a la guerre en Ukraine qui a éclaté. Donc la guerre en Ukraine qui a éclaté, ça a forcément perturbé énormément le fonctionnement de la base. Ça fait partie des imprévus. On n'a pas forcément en tête que la recherche scientifique est soumise aux contraintes politiques ou aux contraintes géopolitiques plutôt. En fait, si, là clairement... les Ukrainiens étaient dans une situation où ils estimaient qu'il était de leur responsabilité morale de maintenir une base en fonctionnement, parce qu'une base comme Vernadsky, si on la coupe, elle ne se rallume jamais. Et donc là, les chercheurs ukrainiens, eux, leur seule envie, c'était de rentrer en Ukraine et d'aller se battre. Donc c'était pas possible. Ils venaient de passer un an et demi, un peu moins d'un an et demi, loin de leur famille, un an en Antarctique. Et la guerre en Ukraine éclate, tous les gens sont mobilisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne pour les remplacer. Donc ça veut dire que les navires qui devaient amener une nouvelle équipe d'hivernants ne pouvaient pas l'amener.
Donc ça veut dire qu'il fallait refaire un an sur une base comme ça qui est complètement isolée, quoi. Donc ça a été très compliqué. Finalement, il y a eu des services de l'armée ukrainienne qui ont réussi à faire sortir les personnes qui devaient les remplacer, qui ont pu aller en Pologne, qui ont pu aller ensuite en Argentine, puis se rendre sur la base et faire la rotation d'équipage. Du coup, les chercheurs qui étaient sur base ont pu, pour certains, revenir en Europe et retrouver leurs proches, soit en Europe, soit pour certains, aller se battre. Donc là, il y a une partie de l'équipe qui est en train de combattre. Donc on a des nouvelles, pour l'instant ça va. Mais c'est pour dire que forcément dans ces contextes-là, la science est pas non plus déconnectée du reste du monde, et les mêmes pas du tout. Et ouais, c'était un des points qui me paraît important de préciser.